Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce GR Business Days rendez-vous de 13h45. Je pense que c'est un sujet qui va tout particulièrement vous intéresser parce qu'on a eu le plaisir ce matin d'accueillir avec nous Monsieur le ministre Claude Wieseler qui nous a dit qu'une des chances de réussir le développement durable et le polycentrisme, c'était justement la mobilité. Et bien sûr, quand on parle de développement durable, on parle aussi de e-mobility. Ce sera notre sujet avec ces dames et messieurs que vous voyez ici à notre table ronde avec, pour commencer, Ladies First, Sabrina Sagramola qui va nous dire quant à ce salon-ci, quel est l'aspect qui lie aussi ce salon à l'écologie en tant qu'organisateur de la Chambre de commerce. Puis nous avons avec nous aussi Damien Derouane, Robert Leven, Ernie Huberti, Jamel Kadraoui, Gottfried Pütz et pour commencer, Matthew Lumsden qui est Managing Director Future Transport Systems in the UK. Et c'est là où je vais bifurquer en anglais vos traductions, vous le voyez sur les canaux 1 et 2 pour les francophones parmi nous qui souhaiteraient avoir cette traduction. Matthew, you began working in the field of e-mobility in 2008 as you developed an electric vehicle strategy for the northeast of England. What was your strategy, and is this strategy worth integrating all over Europe? Okay, good question. Probably a bit early to say yet. Certainly, the approach we took in the northeast. Sorry, the approach we took in the northeast of England was very much around attracting inward investment from Nissan. As a result of that, Nissan are establishing their first battery plant and also manufacturing the Leaf in Sunderland in the northeast. So our approach was very much around creating a regional supply chain and creating a market for EVs. And obviously there's a huge loyalty to Nissan in the northeast because it employs a lot of people. But it's fair to say, I think a lot of the work that's been done subsequently in the UK is based on our original ideas in the northeast. And how specific was your work in this e-mobility, by the way? Okay. Originally, I suppose, in the northeast, it was the first one in the UK. And it was guided by a lot of the work that Nissan had done elsewhere in Japan. And it was very much a guess, really. We didn't know how people were going to behave. I guess even then, in 2008, we didn't really know how, or I wasn't told how the Leaf was going to perform. So our approach was very much about distributing infrastructure, just to raise public awareness, get people to use EVs, and also to trial different approaches to getting people to use the vehicles. And I guess now what we've learnt is that rapid charging is much more important than we originally thought. This has been again confirmed in Japan. And it's a learning process. We still don't know how people are going to behave when they have EVs. So if I'm looking at the traffic jam in London every morning and every evening, there must be a certain interest for your reflections, no? It's interesting that there's no way I'd want to live in London. But yeah, it's interesting because for me, the exciting thing about EVs is that they cause people to think about the way they use transport. And it's particularly interesting in the UK because we're very car reliant. We probably use, we use bicycles and we use car clubs far less than certainly the Netherlands, I guess certainly Belgium. So it causes people to realise that they have a very expensive asset sitting outside their house or outside their workplace that they never use, relatively speaking. Exactly the opposite of what we do in our work and assets at work. So the exciting thing is getting people to use vehicles differently, looking at ownership models differently. And what's exciting now is looking at how EVs can go into car clubs linked with rapid charging so you can get really good use of the vehicles. So it's EVs as a catalyst to do other things. I think that's how it sits into smart cities, and it's how you look at all the interoperability and make all this join up. So you're working with the industry. What is the most difficult point to get the industry into your boat to go into that direction or to convince the public? Okay, interesting question. My background is the energy sector, so I spent 15 years working in renewables, and the energy sector primarily is a project-based industry.
So they run projects, they learn from the projects, and they feed that back into the next project. My experience of the automotive system industry is it's a process industry, so it's far more difficult to, I think, change. And it's the issue for me at the moment is that the way vehicle manufacturers are trying to sell electric vehicles doesn't strike me as being particularly successful. Because they're not linking it up with the infrastructure, they're not linking it up with different ownership models. They don't seem to be re-segmenting the market as much as I would suggest they ought to. So that's very interesting from an industry side. But then from a user side, cost is a big issue. But I think when you start to explain to people what their normal vehicle costs them because they never use it, and what the fuel costs and what the depreciation costs, then you start to say, well, here's an EV, it's great, it saves the planet, but if you use it with a different mobility model as well, and you look at a different way of using cars, then people are starting to change. It's a very slow process, but it's a very exciting process. So it's a question of pricing anyway. Price is important, yeah. Obviously. Like everywhere else in economy. Yeah. Okay. We also have a guest from the Netherlands. I can't congratulate for last evening in football, but let's try to get more out of e-mobility. Gottfried Pütz, he's a mechanical engineer. He had an entrepreneurship for 15 years, founded a company in 2006, specialized in the development of high-power traction inverters and selling complete electric drive systems. He decided in 2011 to start working for Automotive NL, an organization that actively stimulates the Dutch automotive industry by knowledge transfer and networking activities. So, Gottfried, do you encounter the same problems that they do in the UK? The Netherlands is a little bit different country compared to the UK. The awareness, for instance, regarding electric vehicles is already at a good level. People are looking at electric vehicles. But like Matthew already mentioned, the cost of the electric vehicle at this moment hinder the fact that people buy electric vehicles. But Dutch people are more used to think in multimodality. So I would say almost every Dutch individual has a bicycle. That already makes transport easier, especially if you want to go by bus, for instance. Your bus station is a little bit far, you will take the bicycle there. In the UK, people don't use bicycles, or hardly do. So in the Netherlands, it will be easier. So what we hope to do within the Netherlands is we hope to basically utilize this different opinions about mobility and be one of the first countries where we have a wide adapted network of electric vehicle users. So you would say that there's a cultural issue as well, yes, from one country to the other. Yes, what we definitely see, Matthew and also myself, Automotive NL and Future Transport Systems work together in a European project, Northwest European project, subsidized by Interreg 4B, so by the European Union. What we see is there are quite big differences between the different regions. What we try to do is by cooperation, making sure that all the positive things, the positive differences between different regions are spread out over the regions. So cooperation is the key there. Is there any chance to see e-taxis, for instance, in London? That would be yes, the clue. There already are some on trial. There's also Project Better Place, which is an organisation that supports battery swapping. They are focusing on taxis in a number of places, and they're trying to do something in London at the moment, I think. They're also trialling some taxis with induction charging in London. So it's an opportunity, yeah. So Gottfried, you would say that the Netherlands are quite in the leading part of Europe concerning e-mobility?
leading. When you say about the numbers of electric vehicles sold, it's looking pretty good. One of the things, apart from what I just told you about that people easier use different means of transport, also tax incentives are very easy in the Netherlands. Normal cars are taxed with layer upon layer of tax, and for electric vehicles, they just have to not tax them to give great incentives. It doesn't cost too much at this moment. Of course, when the numbers will go up, we cannot do that anymore, because then there's too little tax income for the government, for our society. So in the lead, technically speaking, we have a lot of good companies which can offer technology for electric vehicles, but we are only a tiny, we only have a tiny automotive industry compared to, for instance, the UK and Germany and France. So in that matter speaking, maybe we're not leading. So cultural differences, pricing is important also in e-mobility. We're going to switch the language now for our next speaker. He's having a PhD in image processing and embedded systems from University Blaise Pascal in France. He's at the CRP Henri Tudor since 2002 as a program manager of mobility activities, and he's leading R&D manager and active in the areas of e-mobility and critical infrastructure protections. Dr. Jamel Kadraoui. Nous allons passer en français parce que je voudrais savoir de votre part, on parle aussi beaucoup des stations de recharge. Vous en êtes occupé au sein de Henri Tudor. Alors, quel futur pour ces stations et surtout aussi, combien il nous en faudra quand on sait qu'on est toujours en train d'augmenter au niveau de la population et au niveau du trafic aussi? Oui, merci pour cette introduction. Oui, avant de répondre à la question, je pense qu'il est important de signaler ou de mentionner que la mobilité est un secteur qui peut s'avérer complexe dans la nature de faire interagir plusieurs secteurs d'activité. Donc évidemment, l'exemple des stations est un exemple clé qui peut représenter cette complexité qui finalement permet de mettre en lien le secteur de l'énergie avec d'autres secteurs, de l'IT, de l'usage du véhicule. Et effectivement, il n'est pas évident, je dirais, de répondre d'une manière simple à la question concernant où ça en est par rapport à des infrastructures de chargement. Il est clair qu'au Luxembourg, évidemment, nous avons quelques projets de démonstration pour pouvoir justement répondre à des questions, je dirais, de type organisationnel, de type technologique, spécification, je dirais, des stations elles-mêmes, pour quel usage et de quelle manière, je dirais, le citoyen ou l'usager va pouvoir interagir avec ces stations-là et combien, effectivement, il nous faut, je dirais, à terme pour que, économiquement, je dirais, tout le monde arrivera à y gagner. Mais je pense qu'il y a aussi un côté technique, logistique. Quel genre de station est-ce qu'il faudra? Parce qu'il y a l'industrie automobile dont on vient de parler, mais il y a d'autres utilisateurs. Absolument. En termes d'innovation, je pense que aujourd'hui le marché n'est pas encore bien mature par rapport à des réflexions d'usage. Évidemment, aujourd'hui sur le marché, nous avons énormément je dirais, nous n'avons pas de difficulté à trouver une station sur le marché. Mais dès lors que l'on souhaite l'utiliser dans un contexte particulier, je dirais, les choses deviennent un peu plus difficiles. Donc, évidemment, les stations, selon l'usage, peuvent à un moment donné exiger des fonctionnalités un peu plus importantes, surtout au Luxembourg, parce que nous sommes dans une région, je dirais, en sandwich entre plusieurs pays, plusieurs standards peuvent peut-être, je dirais, être reflétés derrière des choix qu'on pourrait avoir. Donc, l'interopérabilité est un élément clé, l'interopérabilité technique d'abord, par rapport aux prises, par rapport à la manière dont on peut interagir. Et puis, on peut aller plus loin vers l'interopérabilité organisationnelle par rapport au type de manière de choisir son fournisseur d'énergie. Si on doit changer de région au Luxembourg ou si je dois changer de pays.
Alors justement, on a parlé de l'industrie automobile qui doit évidemment aussi choisir ce chemin-là. Nous avons entendu ce matin d'ailleurs que Renault s'est décidé d'ici 2020 à produire 10% de voitures électriques, ce qui est une bonne chose. Maintenant, est-ce que vous croyez aussi que les pétroliers vont suivre? Est-ce que c'est une vision de dire maintenant, s'il y a 10% de voitures électriques, il y aura aussi des stations électriques Je pense que il faudrait plusieurs influences pour pouvoir finalement faire de sorte à ce que le marché prenne. Il faut évidemment que le marché de l'automobile puisse s'investir. Il faudrait aussi que l'usager puisse adopter, je dirais, ce nouvel objet quelque part et apprendre à se déplacer avec. Mais il faudrait aussi que les autorités, les acteurs économiques qui doivent créer de la valeur sur des usages, des services, des modèles de mobilité qu'il va falloir absolument qu'ils soient innovants aujourd'hui pour pouvoir exploiter et que maximiser l'usage et optimiser, je dirais, les services et que le citoyen puisse s'y retrouver et l'utiliser à bon escient. Et il y a d'autres questions qui se posent. Il y a notamment la question du choix du fournisseur, il y a la question du confort, de la sécurité, de l'assurance. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse? Partiellement, il y a des études qui sont en train de traiter de ces questions. Au Luxembourg, en tout cas, nous avons 2 projets importants pilotes de démonstration et qui sont en cours. Et j'espère que d'ici 2 ans, 24 mois, on aura répondu à l'ensemble des questions, en tout cas sur base de l'expérimentation et du terrain luxembourgeois par rapport aux 2 projets, Nordstadt et Movin, qui est un projet pour la région de Nordstadt, qui vise à développer des infrastructures et des services grand public, un usage de mobilité grand public, du car sharing et du vélo assistance électrique en mode partage. Et puis un autre projet important qui permettra de répondre à toutes ces questions-là, parce que ce nouveau mode de transport, électromobilité, n'est pas tout à fait, nous n'avons pas de recul sur je dirais, l'usage le long de toute la chaîne de valeur de l'électromobilité, depuis l'usager jusqu'à la construction de différents objets. ZAC, c'est un projet qui est plus orienté professionnel. Et là, je pense que c'est un projet qui permettra certainement de remonter je dirais, des bonnes pratiques ou en tout cas une expérience sur l'usage professionnel de l'électromobilité dans les entreprises pour pouvoir probablement avoir une flotte de véhicules plutôt électriques qu'une flotte de véhicules thermiques, et de pouvoir aussi laisser les professionnels, les employés des entreprises, peut-être rentrer chez eux, voire au-delà de la frontière avec des collègues en mode covoiturage. Donc voilà un peu, je dirais, une envergure d'un certain nombre d'expérimentations qui pourront, je l'espère, pouvoir répondre sur l'intérêt et la pertinence des choix qui peuvent être économiquement pour les entreprises intéressantes à développer. Alors la question du fournisseur, votre voisin, il lèvera le doigt parce qu'il va dire c'est nous. En tout cas, il souhaite être l'un des fournisseurs les plus importants avec Enovos. Ernie Huberti, qui est le directeur marketing d'Enovos, qui est ici aussi l'administrateur de l'agence d'énergie, de MyClimate, de Nova Naturstrom et membre du comité de pilotage aussi du cluster Éco-Innovation. Ernie, Enovos est déjà un partenaire important dans l'e-mobility, déjà maintenant. Où est-ce que vous en êtes pour l'instant au niveau de l'électricité mobile en tant que fournisseur d'énergie? Oui, merci Camille. En fait, on a fait déjà du début, Enovos, le groupe Enovos Creos, c'est clair, on a un intérêt primaire en tant que distributeur d'énergie. Aujourd'hui, on a une séparation assez claire et nette entre la distribution et la commercialisation de l'énergie. Mais il est clair que, pour le groupe Enovos, tant que pour le distributeur Creos, ainsi que pour nous, Enovos, en tant que société de commercialisation de l'énergie, c'était d'intérêt primaire pour nous. On s'est lancé du début dans la mobilité électrique au Luxembourg. On était vraiment le first mover et surtout on s'est intéressé un peu pour voir ce qui se passait à l'étranger, pour avoir une veille concurrentielle, et assez vite on a su créer une certaine plateforme puisqu'on a vu qu'il y a un certain intérêt pour pas mal d'acteurs luxembourgeois
Et on a, ensemble avec le Centre de recherche publique Henri Tudor, on a fondé la plateforme électromobilité.alu qui est en train, déjà depuis 2 ans et demi, on a une bonne centaine de membres au Luxembourg et quasiment tous les stakeholders, tous les gens intéressés, tous les acteurs intéressés, privés, distributeurs d'énergie, d'autres distributeurs d'énergie, distributeurs de voitures, les équipementiers au Luxembourg. Et on essaye de faire une veille technologique au sein de l'Europe, mais aussi au-delà de l'Europe, veille concurrentielle. Et on essaye aussi de faire un certain lobbying, de veiller à que les intérêts de nos partenaires soient bien respectés, aussi au niveau politique. Alors, au niveau d'Enovos, c'est clair, l'intérêt y est de fournir un maximum d'énergie. Quelle est la vision d'Enovos? Qu'est-ce que les gens, par après, vont s'approvisionner en station? Est-ce qu'ils vont s'approvisionner chez eux? Est-ce qu'il y aura des stations privées? Oui, il y aura les deux. Il y aura un mix, et ça c'est assez clair que la plupart de l'énergie, et d'ailleurs la quantité d'énergie qui est nécessitée, n'est pas énorme. Contrairement à ce que les gens ont parfois tendance à penser, la quantité pour rouler en voiture électrique n'est pas énorme par rapport à un ménage moyen. C'est-à-dire, et parfois les gens se posent la question, est-ce que ça ne va pas faire exploser la consommation en énergie électrique en Europe ou dans le monde entier? Mais ce n'est pas vrai du tout, puisque on a calculé, Luxembourg c'est toujours une sorte un NIO, mais pour un pays comme l'Allemagne qui table sur 5% de leur parc automobile d'ici 2020, ça ne ferait qu'accroître la consommation d'électricité de 2%, moins de 2%, ce qui représente quasiment rien. C'est ça un peu pour avoir la proportionnalité par rapport à la consommation électrique. Et c'est pas vraiment ça ce que nous on recherche, mais c'est de proposer un réseau qui couvre le Luxembourg et la commercialisation de l'énergie électrique. C'est pas vraiment là où c'est notre intérêt, mais c'est de pouvoir couvrir le pays avec un réseau. Mais la plupart de l'énergie, de toute façon, elle sera tankée, si on peut dire ainsi, à la maison et chez l'employeur. Plus que 90% vont être tankés ou bien à la maison ou bien chez l'employeur. C'est quand même assez intéressant et ça c'est quasiment confirmé par tous les projets pilotes qui sont en cours en Europe ou ailleurs. Alors évidemment, cette énergie dont je dispose, idéalement, elle est dans une perspective de développement durable, doit être une énergie écologique. Je pense que là, Enovos a déjà fait beaucoup d'efforts aussi au niveau de l'électricité verte, notamment pour justement permettre à l'utilisateur final de dire j'ai un équipement qui est durable, mais je m'approvisionne aussi en énergie renouvelable. Oui, c'est tout à fait clair que la mobilité électrique, en soi, elle fait déjà du sens, ça c'est très très clair, mais pour que ça soit vraiment durable et nachhaltig en allemand, c'est dans ce sens vraiment vrai, il faut que ça soit de l'énergie issue d'énergie renouvelable et ça pour nous c'est très très clair et toutes les stations que nous avons installées, et d'ailleurs on a déjà installé une bonne cinquantaine de points d'approvisionnement au Luxembourg, sont alimentés en énergie électrique renouvelable. Et comme nous proposons depuis octobre de 2011 de l'énergie électrique renouvelable en standard pour nos clients en tarif standard, c'est évident que les tankages qui se font à la maison ou aussi chez l'employeur, c'est toujours de l'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, pour pouvoir profiter de la subvention étatique de 5 000 €, il faut que l'énergie soit renouvelable.
Et ça va réjouir le voisin d'Ernie Huberti, Robert Leven, qui travaille pour la CLT et pour la BCE, mais qui est très actif aussi dans les domaines écologiques, avec notamment sa présence chez Klimawelt et MyClimate. Donc il y a des parallèles entre vous deux. Et bien sûr, le côté écologique est aussi important dans l'e-mobility que le côté économique dont Matthew et Gottfried ont parlé. Absolument. D'abord, j'aimerais quand même remercier pour l'invitation parce que c'est quand même extraordinaire et je suis vraiment content de pouvoir représenter mon association Klimawelt. Les différents aspects ont un départ parfois très différent. Et celui de Klimawelt, il a vraiment un départ dans le sens de vouloir faire quelque chose pour réduire les gaz à effet de serre. C'est que nous croyons que c'est vraiment quelque chose d'important de motiver des gens qui habitent autour de nous. Et dans cette idée, nous avons commencé avec une exposition dans le domaine de la mobilité électrique qui a fait son chemin avec des hauts et des bas. Et finalement, et j'en suis ravi de voir mes deux voisins, parce que c'est avec Tudor Renovos et Klimawelt que l'e-mobility qui a encore fait ses preuves pendant l'exposition du printemps, a fait ses preuves. Et nous sommes bien contents. Et nous ne nous mettons pas seulement sur la mobilité électrique. Nous avons bien compris que si nous voulons supporter le changement pour y aller vraiment devant pour le futur, il y a plusieurs chemins à faire. D'abord, il y a la promotion de l'électromobilité, mais il y a aussi la promotion d'autres chemins qui visent aussi à réduire les gaz à effet de serre. Alors justement, qu'est-ce qu'on gagne avec cette initiative de passer des énergies non renouvelables aux énergies non renouvelables? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans votre cadre pour dire, voilà, l'e-mobility va nous amener à gagner autant ou... Non. Je crois que cette exposition, elle est aussi très petite. Je crois que c'est quelque chose de très vrai au niveau mondial. Et les rapports scientifiques sont très très clairs là-dessus. De l'autre côté, il y a aussi une étude très intéressante qui vient de l'Allemagne, qui s'appelle Optum, qui a été fait pour évaluer le développement pour le futur du transport. Parce que nous savons tous aujourd'hui que le transport, c'est un élément essentiel pour pouvoir le contrôler, pour agir dans ce sens-là. Hein? Ça, c'est très, très clair. Au niveau de Klimawelt, quelles sont les conclusions que vous tirez? Parce que c'est deux organismes tout à fait différents, hein, Klimawelt par rapport à MyClimate. Hein. Disons, Klimawelt, elle n'est pas en relation directe avec MyClimate. Hein. J'aimerais bien, c'est une autre structure, c'est une autre organisation. Klimawelt, elle a vraiment dans la tête de faire des actions. Nous ne faisons pas seulement l'organisation de l'e-mobility, mais nous étions aussi très actifs au niveau local. Nous avons fait une carte solaire sur des régions dans notre commune. Nous avons organisé carrément des experts pour expliquer ce qui se passe sur la Terre dans les écoles. Et aussi de la part de Klimawelt, je viens de visiter une exposition extraordinaire à Berlin qui s'était tenue dans le parc du président allemand du parc Bellevue. Et c'était vraiment, sur 500 demandes, on a piqué 200 les plus importants dans tout le domaine, pas seulement de la mobilité électrique, mais aussi dans d'autres domaines pour soutenir vraiment l'aspect durable et renouvelable, mais aussi de faire valoriser l'information pour donner envie à d'autres personnes. Et je crois que ça, c'est un des buts de Greater Region Business Days, c'est de promouvoir l'information, de promouvoir des contacts, d'avoir des idées, de vouloir développer quelque chose dans le futur. Et c'est ça aussi qui tient, si nous arrivons bien à passer cette envie de développer, mais de savoir aussi où développer, dans quelle direction, parce que ce n'est pas évident non plus, c'est ça qui aide vraiment à d'avancer le projet. Vous dites que c'est un projet
à vue globale, donc aussi à une vue de grande région. Est-ce qu'il y a, vous travaillez pour la commune d'Espérange au niveau politique, est-ce qu'il y a des échanges comme ça en grande région, justement pour optimiser ce que vous souhaitez faire? C'est un élément clé. Si chacun de nous est différent, je sais bien, et moi j'essaye vraiment de faire bouger des choses dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on a pas seulement créé l'association Klimawelt, on vient de créer un deuxième qui s'appelle Energiewelt, qui fait la promotion d'installations photovoltaïques pour citoyens. Il y en a d'autres projets aussi dans le domaine, et j'essaye dans tous les domaines. Je suis actif dans le domaine politique, je suis conseiller communal à Espérange. Tous ces liens, tous ces nœuds que j'essaye de créer avec les contacts et aussi éventuellement de donner des idées à d'autres, hein, pour vraiment aller devant. Quand on a eu l'exposition immobilité, je me suis renseigné un peu concernant les différentes vues pour le développement des voitures électriques, par exemple. Et j'ai fait la comparaison entre le Luxembourg et l'Allemagne. Et nous avons prévu jusqu'en 2020 d'avoir 40 000 voitures, et en Allemagne, on veut en avoir 1 million. Mais si on fait le calcul sur 1000 personnes, ça veut dire 66 voitures à Luxembourg et 12 en Allemagne. Et là, on se rend vraiment compte de ce que ça veut dire par rapport au nombre de gens. Et il y a un autre élément qui est aussi très attrayant, c'est qu'il y a eu des voitures électriques qui marchaient parfaitement bien il y a 20 ans. En Californie, une grande société américaine de construction de voitures a mis une voiture sur le marché et on espérait en avoir une centaine de personnes intéressées. Après 20 000 appels, on a dû couper les lignes parce qu'on était débordé de demandes. Finalement, on a arrêté parce que c'était pas dans l'idée de la société qui construisait les voitures d'avoir des voitures électriques. On les a mis à la ferraille. On en a mis une voiture dans un musée, mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a perdu 20 ans de développement. Et on sachait, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a 20 ans, il faut vraiment se mettre ça dans la tête, on était capable de construire une voiture électrique qui roulait à une vitesse normale, où les gens étaient parfaitement contents, qui avait une distance de rayon d'action normale de 180 km environ, avec la technologie de ce temps-là. Alors pour l'instant, nous avons été, à part Ernie, peut-être très théorique, et on a parlé du futur et de l'histoire, malheureusement moins attrayante. Maintenant, nous allons parler quand même des projets qui ont eu du succès, et notamment avec la voiture Smart de Mercedes-Benz. Nous avons avec nous le Brand Development Manager de Mercedes-Benz Belgique-Luxembourg pour les Smart, Damien de Rohan. Bienvenue. Damien, quand la Smart est sortie, tout le monde a dit « Ah ben voilà la voiture du futur, c'est elle qui va nous épater ». Maintenant, vous, aujourd'hui, vous devez déjà dire « Ben nous, il faut qu'on se remette en question avec notre voiture dite du futur parce que l'immobilité le veut ainsi, il faut aller dans cette direction ». Tout à fait. Tout d'abord, également, merci de me donner la parole. Je pense que le titre est assez évocateur. Smart City, je pensais que c'était l'introduction de ma présentation, parce que par définition, Smart, c'est un véhicule de ville. Je ne vais pas vous faire la publicité de la Smart, je crois que tout le monde la connaît, qu'elle marche spécialement bien dans les villes, dans les grandes villes, que Luxembourg en est parfait exemple, et qu'effectivement, pour ce qui concerne la mobilité ou l'électricité, j'irai même plus loin que ce que vous veniez de dire, la voiture électrique est plus vieille que la voiture atmosphérique, puisque déjà il y a 2 siècles entre-temps, les premiers véhicules ont été développés en électrique et fonctionnaient très très bien avec pas mal d'autonomie. Pour ce qui concerne Smart, Smart a toujours été développé également comme un véhicule urbain, puisque Nicolas Hayek, le regretté ex-patron de Swatch, avait eu cette idée dans les années 80 de développer son concept de véhicule personnalisable, de montre personnalisable en véhicule, la Swatch sur 4 roues. Et d'emblée, la Smart en fait a été conçue comme futur véhicule électrique. Si vous regardez, que ce soit le réservoir de carburant ou les batteries viennent dans ce qu'on appelle la structure sandwich, donc dans le double plancher très bas pour le centre de gravité, très safe en cas d'accident, parce que ce n'est pas vos hanches qui vont prendre le choc, mais c'est vraiment tout un caisson. Et c'est la raison pour laquelle Smart est en train de connaître une deuxième renaissance maintenant,
avec une deuxième vie qui n'a plus aucun rapport avec la première. La première de 1998 jusqu'à 2005, ça a été Smart de plus en plus grand. Le Roadster, la Smart, la 4 la 4 places, il devait même y avoir une 4 qui devait venir en 2006 ou 2007. Et cette histoire-là s'est arrêtée. Mais la Smart, la 2 places, qu'elle soit coupée, cabrio, a continué parce qu'elle est unique et qu'elle plaît et qu'il n'y a pas d'alternative pour les villes par rapport à la sécurité, l'écologie, l'économie, la boîte séquentielle, etc., etc. Et la deuxième vie maintenant, c'est plus Smart de plus en plus gros, mais de plus en plus vert. Là, il y a deux sujets qui, à mon avis, sont intéressants pour vous. Le premier n'a rien de belge ou luxembourgeois. C'est ce que Smart est en train de lancer. On est pour l'instant, la semaine prochaine commence la production du e-bike. C'est la première fois qu'on a une Smart sur 2 roues, un véhicule électrique avec 100 km d'autonomie, qui a le look d'une Smart, qui a possibilité de personnalisation aussi, qui a, je vous passe, je ne suis pas là pour faire la publicité, mais disons que là, on est vraiment en plein 2 pieds dans le problème mobilité. Smart va plus loin que quand vous êtes en centre-ville et que vous ne pouvez plus aller parce que c'est un piétonnier. Là, on continue avec un e-bike, un vélo électrique. D'ici 2 ans, on peut entre-temps l'officialiser. On aura également un e-scooter. Et puis pour en revenir à l'actualité toute prochaine, on a à partir du mois de septembre également la Smart en version électrique. Et elle-même donnera une descendance de 2 ou 3 tout nouveaux modèles à partir de 2014, disponibles uniquement en version essence hyper écologique. On sera nettement en dessous des 80 grammes de CO2 et en version full électrique. Alors, toujours plus vert. Et dans ce cadre-là, vous avez aussi un projet intéressant au Kenya. Expliquez un peu à notre public ce que vous avez créé là-bas, parce que ça vaut le détour. Voilà, tout à fait, parce que je pense que peu de gens sont au courant. Autant, je crois, l'actualité de Smart, éventuellement, si vous êtes un petit peu intéressé par l'automobile ou sur Internet, le e-bike, le e-scooter, la Smart électrique, on connaît. Et c'est la même chose dans tous les pays. Par contre, pour la Belgique et le Luxembourg, nous avons une initiative unique avec une garantie sectorielle pour le secteur automobile, qui est un partenariat avec une ONG qui s'appelle WeForest, qui est présente sur tous les continents, qui est basée à côté de Bruxelles et qui a comme activité de planter des arbres. Et notre particularité, c'est que depuis le mois de janvier, puisqu'on a lancé ce projet il y a entre-temps quelques mois, pour toute Smart vendue, que ce soit une essence, une diesel et même une électrique, les émissions de CO2, c'est-à-dire ce qui sort du pot d'échappement, on ne parle pas de la production ni de recyclage du véhicule, 100% du CO2 est neutralisé. On en produit toujours, mais il est neutralisé. Via quoi? Pas des éoliennes ni des technologies très compliquées, très chères, très long terme, mais via des arbres. WeForest ne fait que ça, il plante des arbres. Et pourquoi 168? Parce que c'est ce qu'il faut pour, dans les 4 prochaines années, parce qu'on part du principe qu'un propriétaire garde en moyenne son véhicule 4 ans et fait en moyenne 15 000 km, c'est un calcul théorique. Même avec une voiture hyper écologique comme la Smart qui fait aux alentours des 80 grammes, malgré ça, ça fait quand même 5 tonnes de CO2. Alors je vous laisse imaginer avec des mots de volume ou des gros 4x4 ce que ça peut représenter. Je ne vais pas trop en parler parce que dans le même groupe, on a des voitures beaucoup plus polluantes, évidemment. Donc, pour compenser 5 tonnes, du fait qu'on veut ne pas mentir aux clients, on part de semences. Au jour de l'achat de votre véhicule, on va planter 168 semences. Après quelques mois, ils vont faire le transplant vers les forêts. La forêt en question se trouve au Mont Kenya, pas loin de Nairobi. À la livraison du véhicule, le client reçoit un certificat avec le détail, avec l'adresse GPS pour que ce soit vraiment tangible, sur quelque chose qui peut toucher, parce que le Kenya, ça peut sembler loin. Maintenant, compenser du CO2 au Kenya ou à Luxembourgville, ça a le même résultat au niveau planétaire, si ce n'est qu'il y a un peu plus de place au Kenya, évidemment. Pour revenir aux taxis, on a parlé tout à l'heure des taxis de Londres, mais ce sont les grands frères aussi de la Smart qui circulent à Luxembourgville. Peut-être qu'on va voir les petits frères alors circuler dans les mois à venir. Et on a un petit frère qui est en gestation, qui s'appelle Car2Go. J'écoutais avec beaucoup d'attention ce qui était dit tout à l'heure au niveau de la Hollande, puisque ça fait partie des projets de mobilité, ce système un petit peu de car sharing automatique où vous passez à côté d'une Smart en rue. C'est une exclusivité également de Smart. Vous pouvez monter dans le véhicule et le laisser à un autre endroit. Il suffit d'être membre et vous ne payez que la consommation, que les kilomètres que vous allez faire. Alors, ayons une vision. On va se transposer en 2020. On a souvent parlé de cette date. Est-ce que, et là je pose la question à tout le monde, est-ce que vous pensez
que le ratio des 10% ou même plus est réaliste? Est-ce que d'ici 8 ans ou plus, s'il faut plus de temps, on sera arrivé à ne plus parler de l'e-mobility parce que ce sera un facteur tout à fait normal de tous les jours? Matthew. Probably not, no. Can you hear me? I think that the thing that's most important for me, okay, it's great if a part of the vehicle sales are electric vehicles, and that will obviously increase, and maybe it'll get to 10 or 20%. For me, I think the important thing is, though, that we start travelling differently. And EVs will help that, but other technologies will come in place as well. And I feel very optimistic about that, because I think what we're noticing in the northeast is that, comparing that with other areas we're working in, there is a definite change in people's attitudes towards, certainly towards vehicles. Whether it's towards how you use your vehicles or how you travel, I don't know, but towards vehicles it's definitely changing. And people are more receptive to electric vehicles than they are in other parts of the UK that haven't been so involved in the electric vehicle journey for such a long time. But pricing is a very important argument anyway for the market. If those vehicles are more expensive than the ones we have right away, that's a problem for Yes, actually, you're very right. We already discussed how important costs are, but there are quite a few ways to get costs of electric vehicles down. What I'm talking about is not are the initial costs, because the high initial costs are hindering the wide acceptance. What we need to do is electric vehicles have to be produced in high numbers. That's the only way to get vehicles cheap. I mean, the vehicles we buy right now, they are amazingly cheap if you really look well into them. The same has to come with electric vehicles. So we need numbers. On the other hand, a big cost factor in the electric vehicle is the battery. So in schemes like Renault is using at this moment, where you basically buy the car without the battery and you rent the battery, you can really take down the price of the vehicle substantially, making it maybe in the end even cheaper to buy than a normal, than a conventional vehicle. And the running costs of electric vehicles, they actually are lower than running costs of gasoline or diesel using cars. So I think the price issue can be solved. Then there's another thing. For instance, the situation here in Luxembourg. In Luxembourg, almost every family, there is more than one car. And actually, this is something that we really have to focus on. The second car, why is it not an electric car? Because every family will drive many small distances around their own home. And if you have an electric car in the garage, you will always take that one because it's cheaper per kilometer. And only for long distance you use the other car. If we think like that, the 10% definitely will be achievable, and I think realistic. I think that's a big point. We're talking about car sharing, carpooling in the greater region, but I think carpooling at home would make sense as well. Qu'est-ce que vous pensez du côté politique? Est-ce qu'au niveau de subventions, par exemple, parce qu'on parle du prix et de trouver peut-être des moyens de subvention, on les connaît, les subventions qui existent pour les maisons écologiques, pour notamment aussi les infrastructures photovoltaïques et autres. Est-ce que là, le côté politique a aussi un challenge pour aider justement l'industrie qui va de pair? C'est évident qu'il y a des jalons politiques qui doivent être mises sur pied, et ça s'arrête pas aux simples subventions à l'achat, mais il faut créer d'autres incentives qui sont, disons, comme on voit à Londres, des possibilités, des avantages sur place en ville, la possibilité d'utiliser le bus lane, des possibilités de se garer à des emplacements prévus à ça.
Mais c'est clair que toujours aujourd'hui, si on veut arriver à certains modèles split, qu'on essaye d'y arriver, peut-être 80-20, il y aura toujours les 80 qui sont aujourd'hui en mobilité individuelle, mais surtout aujourd'hui basés sur thermique. Et si on arrive à avoir là de convertir une certaine partie en mobilité électrique, ça nous aiderait déjà beaucoup. Pour revenir à ta question initiale, nous sommes profondément persuadés que la mobilité électrique, on peut plus l'arrêter. Elle a dépassé le point of no return. C'est-à-dire on est totalement lancé. L'industrie automobile est lancée dans la mobilité électrique. Le monde politique aussi. Le lobby des pétroliers suit aussi ce mouvement. On a pas mal de pétroliers qui aujourd'hui essayent d'être les premiers sur ce marché, de proposer des tankages électriques, ce qui fait totalement du sens. Mais si on considère que 2020, le plan d'action luxembourgeois prévoit qu'on serait à 10% du parc automobile luxembourgeois, il reste toujours 90% thermique. Et si on continue, disons, sur 10% sur chaque décennie, ça nous va prendre encore 100 années en Europe pour arriver à 100% mobilité électrique. Évidemment, on n'aura plus de pétrole. C'est-à-dire, même si la mobilité électrique, si elle avance très vite et on essaye de faire tout ce qui est possible, il faut toujours miser encore sur l'augmentation, l'amélioration de l'efficacité, de l'efficience du moteur thermique. C'est évident.